Donc, bonjour à tous et bienvenue donc à cette première édition de l'Anticipation Club qui va nous permettre de partager un point de passage concernant l'évolution de notre écosystème IoT. Pour lancer cette demi-journée, je serai accompagné de deux de nos partenaires, Emmanuel Mouton, directeur général de Sinox, et Louis-Marie Guillaume, directeur du business développement de Rubix. Je vous propose de partager quelques éléments saillants concernant 2020 qui permettront d'illustrer la dynamique de notre écosystème, avec pour commencer donc l'émergence de solutions industrielles exploitant les technologies edge computing qui sont très prometteuses donc quant à leur rapport au monde industriel, aux villes et aux bâtiments intelligents, et pour lequel Orange a signé un partenariat stratégique avec Google et qui pourrait finalement impacter la répartition de la valeur ajoutée entre capteurs, connectivité et plateformes IoT. Autre élément qui me semble intéressant à mentionner, c'est les mouvements des acteurs comme Amazon, Google et Microsoft, que je pourrais illustrer donc avec une des dernières acquisitions de Microsoft, Affirmed Networks, qui démontre en fait leur ambition à vouloir déployer finalement des services Azure au plus près du cœur de réseau des opérateurs, avec à la clé en fait une promesse de standardisation, que je mettrai entre guillemets, et bien entendu une captation de la valeur des plateformes IoT. Par ailleurs, un indicateur qui me semble intéressant à l'échelle franco-française, c'est finalement la dynamique du niveau d'investissement donc des fonds dans les startups, avec en 2020 un constat à fin octobre 2020 que le volume en investissement dans le domaine des startups qui se consacrent à l'IoT aura doublé par rapport à 2019. Ça, c'est quand même une information qui me semble plutôt intéressante et qui prouve que finalement les investisseurs s'intéressent sérieusement à ce domaine. Et par ailleurs, on constate que 2020 est sur un niveau de croissance globale des investissements, toutes startups confondues, qui est de 4 à 5% sur l'année, comme ce qui était le cas en 2019. Et pour terminer, donc sur un élément de perspective, 3 organismes, dont la GSMA, ont publié donc leur vision des années 2021 à 2025 cet été, donc c'est-à-dire après avoir considéré un certain nombre d'impacts de la crise. Et donc je pense que c'est intéressant de partager avec vous que 2021, ils s'accordent tous les trois à dire que nous aurons un marché de l'IoT en valeur qui va augmenter de 15 à 16%. Et pour vous donner en fait une idée de ce que représentera en 2021 ce marché, on parle de 441 milliards de dollars à fin 2021. Alors, pour continuer, donc je partage avec vous les tendances que nous constatons chez Orange sur le marché B2B. Alors évidemment, on continue à réaliser beaucoup de POC, toujours des POC, mais avec quand même une augmentation notable du nombre de projets industriels. Par ailleurs, on constate en fait une très forte croissance des usages autour d'un certain nombre de domaines. Je citerai les véhicules connectés, que ce soit en Europe et dans le monde entier, qui sont clairement tirés par l'émergence de nouveaux services à bord. Donc on constate que les constructeurs sont un peu dans une surenchère du service à bord dans les véhicules de demain. Autre constat, c'est l'utilisation croissante en fait des technologies LoRa, qu'elles soient finalement en réseau privé ou en réseau public, dans les secteurs de l'industrie, mais également les villes et les bâtiments intelligents. Et enfin, dernier élément que je partagerai avec vous, c'est l'évolution des 3 familles de produits du portfolio IoT d'OBS, avec d'une part une accélération des besoins de monitoring, notamment dans le retail et les smart cities, une multiplication des projets dans le domaine du smart tracking d'assets, qu'ils soient indoor et ou outdoor, évidemment dans l'industrie, dans les transports, et ainsi de suite. Et enfin, dernier élément, qui est probablement l'élément qui accélère le plus fort ces derniers mois, c'est des besoins en traitement d'images en temps réel, à l'aide de solutions d'intelligence artificielle et autres technologies de ce type-là.
Alors, il m'a semblé donc difficile de parler de 2020 sans partager quelques éléments concernant la crise sanitaire que nous vivons, que je vous propose finalement d'aborder sous deux angles de vue différents. Et pour commencer, ce que j'ai retenu en fait d'une rencontre organisée par Orange en juillet 2020, au cours de laquelle 44 patrons de grandes sociétés françaises ont été amenés à partager finalement leur vision de l'après-crise et des enjeux auxquels ils allaient devoir faire face. Premier élément qui ressort en fait de cet échange-là, une opportunité pour finalement accélérer les transformations qui ont déjà été engagées sur un certain nombre de processus, une impérieuse nécessité de déployer donc des solutions de relations multicanales dans chacune des grandes filières. Quelque chose que j'ai trouvé également intéressant, c'est le fait que la sécurité et la gestion des risques deviennent désormais des indicateurs suivis par les comités de direction. Enfin, une conviction à l'unanimité que l'innovation sera un facteur déterminant de sortie de crise, ce qui se traduit dans leur esprit par un maintien de tous les budgets de R&D dans les 12 à 18 mois à venir. Et pour terminer, je citerai eh bien, trois domaines ou trois promesses sur lesquelles nous sommes très attendus, à savoir la 5G, l'intelligence artificielle et l'IoT. Et j'ajouterai à cette vision, évidemment assez high level, eh bien, des tendances que nous constatons cette fois-ci sur le terrain, quotidiennement avec nos équipes commerciales, avec par exemple le renforcement des demandes de business model OPEX plutôt que CAPEX. Donc ça, c'était déjà une tendance de fond qui évidemment s'accélère en post-crise. Des attentes en termes de retour sur investissement qui sont de plus en plus court terme. Aujourd'hui, peu de clients acceptent d'avoir des retours sur investissement à horizon 3 ans. Et plus récemment, l'apparition d'exigences RSE renforcées dans le processus achat de certains grands clients. Donc, je vous propose maintenant, c'est de donner la parole à nos deux invités. Donc, je vais commencer par Emmanuel pour Sinox. Et Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire finalement ce que représente 2020 pour Sinox ? Merci Pierre-François, c'est vraiment un plaisir d'être avec toi et avec Orange lors de cet événement hein, qui montre la relation que l'on a ensemble. 2020 a été une année particulière pour tout le monde et pour nous, ça nous a permis de voir un peu la résilience que l'on avait grâce à notre modèle économique. On a un modèle économique en SaaS, comme beaucoup de partenaires, et ça a conforté le fait qu'on a une visibilité, le fait d'avoir du récurrent a permis de passer la crise plus facilement et même de progresser. 2020 a aussi conforté notre position en tant qu'éditeur et intégrateur de solutions IoT, puisqu'on travaille sur le device, la connectivité et le data management, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les technologies, entre autres d'Orange, puisqu'on est agnostique sur les technologies, sur les capteurs et sur le fait d'amener des solutions complètes et packagées par rapport à un métier, que ce soit pour le bâtiment, pour les smart cities, pour le transport et pour la santé. 2020 a été aussi une récompense pour nous parce qu'on a gagné le trophée IoT World sur le prix du jury par rapport à nos solutions dans la smart city, ce qui montre la qualité de ce qu'on peut offrir et la complémentarité par rapport aux autres acteurs, puisqu'on s'inscrit avec beaucoup de partenaires. On en reviendra un peu tout à l'heure. En 2020 aussi, on a eu des nouvelles signatures significatives avec des partenaires et notamment, on a pu aussi construire une nouvelle offre dans la smart agriculture grâce à une offre Orange sur de la smart irrigation qui complète bien finalement nos deux offres et qui montre l'apport qu'on peut avoir sur ce secteur-là. Et enfin, je rejoins Pierre-François sur ce que tu as dit, c'est la prise de conscience en fait des donneurs d'ordre avec qui on travaille. Cette année 2020, je pense que l'IoT rentre vraiment dans les mœurs, puisqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin de ces technologies pour éviter de se déplacer finalement sur le terrain, pour avoir des informations à distance. Et donc là-dessus, on rentre dans une ère où les projets se concrétisent beaucoup plus. C'est ce qu'on s'est aperçu en 2020. Intéressant, je te remercie Emmanuel. Je
J'aimerais t'entendre en fait, Emmanuel, sur finalement ton historique avec Orange. Tu nous racontes un petit peu tout le parcours que tu as connu dans nos relations et que tu le dises avec tes mots et en toute simplicité. Bien, avec Orange, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble ou qu'on est concurrent. Je sais pas, ça dépend des fois. Des fois on est partenaire, des fois on est concurrent. C'est souvent le mot que j'ai entendu. Alors c'est une historique où on a commencé avec vous grâce au BlackBerry en fait, hein, l'intégration du terminal BlackBerry, du mobile, d'applications, du développement sur les BlackBerry. On a continué aussi sur le cloud, hein, le flexible. Ensuite on a travaillé sur le machine to machine, les cartes SIM, d'arriver à connecter donc des équipements, et on a évolué ensuite sur l'APN privé, le MPLS, et maintenant le LoRa, sur lequel on s'appuie, qui nous permet finalement avec toute cette historique-là de créer maintenant des bundles complets, donc qui vont intégrer du hardware, de la connectivité, de la plateforme pour un métier. Et c'est vrai qu'avec Orange, c'est une grosse machine, Orange, hein. Il y a beaucoup de personnes. On sait des fois, on ne sait pas qui fait quoi, qui décide, qui est responsable. Donc il faut, je vais avoir beaucoup de persévérance finalement et de patience pour arriver à travailler avec Orange. Mais c'est gratifiant parce que ce qui est intéressant, alors ils ont les qualités de leurs défauts, Orange. Enfin, vous avez les qualités de vos défauts, c'est-à-dire que vous êtes une équipe vraiment d'experts techniques, avec une bonne maîtrise technique, mais gros et une dimension qui est assez grosse par rapport à des petits projets où la relation des fois avec le client est plus complexe, parce que j'ai souvent vu moi que pour 2 produits d'Orange, il y avait 3 chefs de projet. Donc pour des clients, c'est des fois un peu compliqué à appréhender, et c'est là où la relation avec un partenaire tel que nous, on a pu simplifier des choses, rassurer le client sur comment déployer plus facilement les offres. Donc c'est d'un côté, Orange rassure sur le côté technique, le fait que c'est français, le fait qu'il y a du service derrière et que ça rassure fortement les clients, mais de l'autre côté, ça fait faire peur sur le côté délai, le prix, le relationnel, ou des fois l'écoute qui peut pas être fait. Donc notre agilité et notre intégration, c'est là la complémentarité qu'on a pu voir dans le temps. Mais ça s'est construit. Ça s'est construit en plus de 10 ans, parce que Orange nous attend pas, Orange avance, et donc c'est à nous adapter un peu à la grosse machine Orange. Mais ça vaut le coup. Je pense qu'on est des acteurs ensemble, où on a maintenant une prise de conscience aussi de complémentarité. La preuve en est aujourd'hui, c'est que vous ne considérez plus comme un client, comme un concurrent, pardon, mais plus comme un partenaire. Ça sent le vécu. Je pense que nos invités vont apprécier ton témoignage, Emmanuel. Pour terminer, justement, comment tu vois en fait la suite de tes relations avec Orange? Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur les initiatives qui sont en cours? Alors, comme j'ai dit, on a une complémentarité. Cette complémentarité, elle est à mettre en avant, elle est à construire, à structurer. Donc, on est dans l'IoT qui est de plus en plus complexe. On ne peut pas faire seul un projet IoT. Il y a du hardware, il y a de la connectivité, il y a de la sécurité, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'hébergement, il y a de l'interface homme-machine qui est particulière. Donc, ce travail en écosystème est primordial. Et le fait de s'appuyer avec un Orange qui a beaucoup de briques technologiques sur lesquelles éprouvées et sur lesquelles on peut s'appuyer est importante. Et donc là, on a travaillé sur déjà une offre métier, une offre dans l'agriculture, notamment dans l'irrigation, pour justement faciliter l'accès aux agriculteurs et aux coopératives agricoles dans les aides à la décision sur l'aspect irrigation. Et comment on arrive à mesurer la consommation d'eau dans l'arrosage, associé à des stations météo qui vont mesurer la pluie qui est tombée, la pénétration dans le sol, le stress hydrique de la plante, et piloter en même temps des électrovannes. On voit qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs fournisseurs qui rentrent en jeu. Il y a toute une complexité. Cette complexité, on doit la simplifier. Et c'est ça la bundlisation. C'est de simplifier le tout pour que l'utilisateur final ait une expérience
la plus intuitive possible. Et c'est là où Orange, avec Sinox, on est arrivé à faire cette simplification. Avec Orange, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement c'est une question d'homme, c'est une question humaine, c'est une question d'avoir un bon interlocuteur. Et en fait, c'est toute la difficulté, c'est de trouver le bon interlocuteur, mais quand on a le bon interlocuteur, il y a une confiance qui s'instaure et il y a un relationnel humain avec des valeurs humaines qui sont fortes. Et ça, je voudrais quand même le souligner, hein, parce que je suis quand même depuis très longtemps partenaire avec Orange. Donc, je voudrais quand même apporter cette vision-là, que les valeurs, on les sent bien avec les personnes que l'on croise chez Orange. Et ensuite, moi, ce que je vois dans les perspectives avec Orange, c'est un travail à l'international. On sait peu en France que Orange est très présent à l'international et apporte vraiment des solutions et un accompagnement qui peut être fort. Et c'est là où je veux m'appuyer avec vous, c'est pour aller chercher des projets et des clients et des distributeurs et des intégrateurs sur des nouveaux cas d'usage à l'international. Voilà un peu la perspective que je vois avec vous. Merci. Je trouve en tout cas que c'est intéressant, ça permet de bien illustrer que finalement on peut jouer des rôles différents dans un écosystème, encore une fois, qui est complexe, et qu'à partir de là, on peut être concurrent, on peut être partenaire, on peut être fournisseur, client, et donc ça fonctionne très bien. Et comme tu l'as rappelé, effectivement, on ne le rappelle pas assez souvent, on a aujourd'hui non seulement une empreinte à l'international, mais une croissance à l'international qui est absolument phénoménale. Et donc, à partir de là, c'est le genre d'atout que l'on peut amener à des partenaires comme Sinox. Maintenant, je vous propose de passer la parole à Louis-Marie pour Rubix. Alors, Louis-Marie, moi, j'ai envie, en fait, que tu partages avec nous, finalement, ce que Rubix peut apporter dans le domaine de la protection des salariés, sujet que je trouve évidemment d'actualité. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, Rubix, on est une petite société, 50 personnes, créée en 2016, et on est une plateforme environnementale IoT de reconnaissance des nuisances en environnement intérieur et extérieur. Ce qu'on appelle une nuisance, c'est ce que les personnes respirent, sentent, voient et entendent. Donc, on agrège un certain nombre de capteurs en mode IoT, et de cette agrégation, on va essayer de sortir des indices de confort, aussi bien pour des salariés que pour des citoyens, que pour des consommateurs. Le bien-être en entreprise est accéléré avec cette année de Covid. Aujourd'hui, force est de constater que plus de 70% des grandes sociétés sont en télétravail et que 70% des sociétés se disent au moment où je vais ramener mes collaborateurs au bureau, il faut que je transforme mes espaces publics, mes espaces de bureau en espaces de confiance. Un espace de confiance, c'est quoi? C'est avoir des outils qui vont permettre de mesurer que votre salle de travail était désaffectée, à quel moment elle était désaffectée, avec quel type de désinfection elle était désaffectée, à quel moment elle était aérée et à quel moment les collaborateurs vont pouvoir ou pas rentrer dans cette salle. La qualité d'un collaborateur, la qualité du bien-être d'un collaborateur est essentielle par rapport à la compétitivité des entreprises, par rapport au fait qu'ils sont bien dans l'entreprise. Et aujourd'hui, nous, on arrive avec Orange à mesurer ce qu'on appelle des environnements. On va appeler ça du Smart City, on va appeler ça du Smart Building, du Smart Transport. Au-delà du Smart, qui est un nom un peu galvaudé d'intelligence, ce qui nous intéresse, c'est fournir de la data avec Orange de façon accessible, aussi bien à des directions techniques du bâtiment qu'à des directions des ressources humaines. J'aimerais également parler d'une expérience humaine que l'on mène aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde parle de la pollution et on est capable de comprendre des pollutions dans des villes. Et nous, on va plus loin. On veut comprendre la population dans des EHPAD, dans des écoles. Et aujourd'hui, on mène une expérimentation sur une école maternelle dans la ville de Paris, où on a mis le capteur aussi bien dans des salles de classe que dans des cours de récréation. Parce que, en tant que parent, j'ai besoin de savoir ce que mes enfants respirent, ce que mes enfants entendent, aussi bien dans une cour de récréation. En tant qu'instituteur, j'ai besoin de savoir si mes enfants doivent faire du sport dans une cour de récréation, à quel moment est-ce qu'ils doivent sortir. Et donc, avec Orange, de nouveau, on remonte de la data, et cette data va permettre de sécuriser nos enfants, non pas dans des villes, mais directement dans des écoles et dans des salles de classe.
Bon, merci Louis-Marie. Je pense qu'effectivement, ce que tu nous as présenté va parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent au vu des circonstances. Et comme l'a fait Emmanuel, j'aimerais en fait t'entendre sur l'historique des relations entre Rubix et Orange, et de préférence sans langue de bois. Donc, on ne peut pas envisager l'IoT sans avoir un partenaire opérateur télécom. Donc ça, c'est la solution de base, et qui mieux en France qu'Orange avec sa connaissance. Donc là, pourquoi? Parce que l'IoT, c'est de l'intelligence portée sur un objet. De plus en plus, on va mettre de cette intelligence, ça s'appelle du edge, avant de le transformer, de transformer la data et de la transporter sur du cloud, et pour le transport, qui mieux qu'Orange peut transporter. Donc c'est un acteur incontournable. On parle de 3G, 4G, 5G, on parle de LoRa, on parle de l'LTEM, on parle de tout ça. Bon, une fois c'est dit, maintenant il faut devenir partenaire avec Orange. Donc partenaire avec Orange, c'est compliqué. Une grosse boîte avec plein de gens qui, on a l'impression qu'ils font la même chose. On parle des labs, on parle des startups, on parle de la tech, on parle des séminaires, des salons, des gens du marketing. On n'y comprend rien a priori. Par contre, le conseil que je donne, c'est être résilient, persévérant, et puis comme la persévérance amenant des relations humaines, à un moment donné, on trouve le bon interlocuteur au bon endroit, au bon moment. Et là, moi, je tiens à remercier des gens comme, je vais les nommer, que ce soit Thierry ou Sylvain, on retrouvera les noms par ailleurs, et qui vous permettent de situer des guides. Donc Orange, et après vous découvrez qu'Orange, ce n'est plus qu'un opérateur télécom. C'est plus que quelqu'un qui va vous dire, bon, on va vous expliquer la différence entre un LoRa privé et un LoRa public. On va vous expliquer la différence entre le LTEM et ce que la 5G va vous apporter. Mais Orange, c'est également une société de conseil qui connaît vraiment bien maintenant les métiers de ses clients, qui connaît vraiment bien la valeur perceptible de ses clients. Preuve en est, ils ont réuni encore 40 grands patrons pour comprendre en quoi l'innovation allait améliorer leur business model. Et ça, c'est vraiment intéressant lorsque vous êtes avec des ingénieurs d'affaires ou des directeurs de compte et vous pouvez échanger sur la valeur d'un client. Donc, Orange, c'est plus qu'un intégrateur. Donc, c'est compliqué au début. C'est un peu, pardonnez-moi, c'est un peu bordélique. Mais après, une fois qu'on a trouvé le bon interlocuteur, on a des bons guides. Et là, je rejoins également ce que disait Emmanuel. On a tous les qualités de nos défauts, mais la qualité que j'ai ressentie avec les collaborateurs d'Orange, c'est des qualités humaines. On est là, et des qualités humaines, et depuis très longtemps, ils ont compris le sens du mot partenaire, du partage de la valeur. Et après, ce qui est génial, c'est qu'avec le temps, on construit ces qualités humaines que l'on partage. Bon, merci Louis-Marie, et c'est intéressant en fait dans ce que tu relèves finalement, et je trouve intéressant que vous utilisiez des termes similaires, hein, Emmanuel et toi. Donc bon, on sent qu'il y a du vécu derrière ce que vous restituez l'un comme l'autre, et il y a du positif, il y a du un peu moins positif, mais en tout cas c'est plaisant à entendre, et ça correspond à une réalité que je partage. Pour terminer, Louis-Marie, la suite des opérations avec Orange, tu la vois comment? Alors, la suite des opérations, je la vois à la fois une intégration encore plus resserrée par rapport à nos équipes techniques. Je veux vraiment qu'il y ait une symbiose, que nos développeurs, l'ensemble des gens qui travaillent sur notre plateforme puissent se référer continuellement à l'expertise technique d'Orange, puissent soumettre des cas d'école, puisqu'on commence à avoir de plus en plus des clients avec des tailles internationales. On vient d'ouvrir un bureau aux États-Unis. Donc, premièrement, expertise technique. Deuxièmement, expertise à l'international. On se rend pas compte à quel point Orange est fort. Là, on commence à avoir des projets en Afrique, au Maghreb, etc., qui on est une petite société de 50 personnes pour adresser des marchés aussi énormes. Et donc là, l'avenir, elle se passe avec mon grand frère. Mon grand frère, il s'appelle Orange. Et Orange, il va pouvoir me trouver ou de façon directe ou avec des partenaires aussi bien en Afrique qu'en Asie que dans d'autres pays, et avec qui on va créer cet écosystème. Également, ce que l'on souhaite, c'est faire en sorte de peut-être transformer Orange en client, puisqu'on a un projet actuellement sur des smart buildings avec les équipes
d'Orange, et puis aller le plus loin possible dans l'intégration de notre offre au sein d'un catalogue d'OBS. Voilà nos perspectives et nos ambitions. On est assez confiant, on est assez serein. 2020 est une année difficile, 2021 est une année pleine d'espérance, où nous, on voit beaucoup de projets enfin qui vont se concrétiser. Alors, on est sur des POC qui deviennent des POV, Proof of Valeur, et on va essayer de passer d'une échelle de POC à une échelle d'industrialisation pour 2021, notamment avec Orange. Merci Louis-Marie et Emmanuel. Enfin, je pense que chaque participant pourra finalement s'imprégner de vos témoignages. Je pense que vous avez bien résumé, et c'est important qu'on se dise les choses en toute simplicité sur à la fois ce qui peut bien se passer entre Orange et vous, et puis les choses trappes qui sont également à éviter. Donc encore merci pour ces témoignages. Il est désormais temps de conclure, puisque maintenant il faut rentrer quelque part dans le vif des ateliers du programme qui a donc été j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'une annonce est prévue donc à la fin de cette matinée. Et donc, je vous invite à profiter pleinement des conférences, des ateliers et des stands d'ailleurs sur lesquels vous retrouverez donc Emmanuel et Louis-Marie. Et je vous souhaite donc du coup une très bonne matinée autour de l'ensemble de ces activités.